Ah là là, oui, ça y est, la Formule 1 est de retour après quasiment un mois de pause. Et ben on s'est régalé dans ce week-end du Grand Prix de Miami. Un Grand Prix avancé, mais un Grand Prix qui nous aura tout de même plu, car il y a quand même beaucoup, énormément même d'enseignements à en tirer de cette épreuve floridienne. J'espère que vous allez bien. Oui, la Formule 1 est de retour, tout comme Push Lap est de retour. J'espère que vous allez tous très bien. On va se régaler pour ce retour de Push Lap. Je suis trop heureux de vous retrouver parce que ça m'avait manqué de pouvoir se poser ici ou dans le studio du côté de chez Emotion pour pouvoir justement parler Formule 1. Il s'est passé énormément de choses d'ailleurs durant cette pause, une pause où il n'y a pas eu d'épisode pendant un peu plus de 2 semaines si je ne me trompe pas. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est pour de très bonnes raisons, bien sûr les amis. Immense merci à tous ceux qui regardent sur YouTube ou à ceux qui écoutent bien sûr sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit sur Deezer, Spotify, Amazon Music et Apple Podcast notamment. Merci à vous parce que vous soutenez ce podcast ne serait-ce qu'en écoutant, et si vous voulez encore plus soutenir, n'hésitez pas à aller vous abonner déjà à la chaîne YouTube, sur YouTube, bien sûr cette chaîne de YouTube de Push Lap, et bien sûr sur les sur les autres réseaux sociaux, à savoir justement Instagram et TikTok, c'est extrêmement important. Bien sûr, les copains, il y a toujours des petits extraits des épisodes qui sortent sur Insta et TikTok, bien sûr, les amis. J'espère que cette pause, vous aura fait du bien, grand bien même d'ailleurs aujourd'hui, parce que on va parler tiens justement, plus particulièrement George Russell, qui est en train d'être, dont sa position est en train d'être un peu plus fragilisée de jour en jour, ou du moins de Grand Prix en Grand Prix, avec un Andrea Kimi Antonelli absolument étincelant, qui aura marqué même l'histoire de la Formule 1, sera avec cette nouvelle victoire justement à Miami, et on va en parler, vous expliquer en quoi notamment une statistique très importante qui est évocatrice justement de ce qu'il est en train de réaliser, le tout jeune italien d'à peine 19 ans, contre-pilote, je le rappelle quand même, George Russell, qui est déjà dans sa 8e saison dans l'élite, et il se fait battre pour la 3e fois consécutive par un jeune pilote de 19 ans qui était censé être son petit frère, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle ère de la Formule 1 en 2026. On parlait justement dans le Push Mag dans quelques instants, je tiens juste à le dire. Le Push Mag d'aujourd'hui, avant donc le Push to Talk, le débat autour de George Russell, vous l'avez vu en titre de la vidéo, sachez qu'il est très garni, il est très rempli, on va parler de beaucoup de choses, en particulier, notamment, en point d'orgue de ce Push Mag, le retour des V8 en Formule 1 forcé par la FIA, par le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem. On va bien sûr en parler, on va se poser pour en discuter. J'ai un avis assez tranché dessus, je vais vous expliquer un peu tout le contexte, mais je pense que ça va vous faire réagir, mais ça va faire débattre, parce que c'est un point de vue philosophique de la Formule 1 qui amène forcément les passions, qui déchaîne même, j'ai envie de dire, les passions, et on va se poser pour en discuter. Vous l'avez vu, donc, sur les 2 dernières semaines, il n'y a pas eu d'épisode de Push Lap, la raison étant que je n'étais pas forcément très dispo, et que je ne voulais pas aussi forcer le trait, j'ai envie de dire, en faisant des épisodes forcés d'une certaine manière, où il n'y avait pas, j'ai envie de dire, forcément grand chose à dire. Il y a aussi le fait que sur cette pause de la F1, il y avait un peu moins d'intérêt sur les actualités de la F1, ce qui est dû à plusieurs choses, et c'est intéressant d'évoquer ça, que les 2-3 premiers week-ends de Grand Prix dans cette nouvelle ère de la Formule 1 ont un petit peu baisser l'intérêt qu'il y avait autour de la F1. Ça a touché beaucoup les fans de F1. Moi-même, le premier, j'avais un peu de mal sur le Grand Prix du Japon, où d'ailleurs, souvenez-vous, mais j'étais bloqué dans le sud de la France à cause d'un problème de train, d'un accident de train qui a été dramatique d'ailleurs. Et donc du coup, j'étais bloqué dans le sud, je pouvais pas faire mes lives sur ma chaîne Twitch. Et dans le même temps, je me disais, j'ai pas très envie de me lever, j'ai envie de dormir ce matin plutôt que de me lever pour le Grand Prix du Japon. Enfin, vous voyez, je pense que pour beaucoup, vous avez eu le même ressenti. Derrière, j'ai enchaîné avec des épisodes de Push Lap, bien sûr, on en a fait. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un intérêt que j'ai remarqué dans la globalité, un peu moindre, ou du moins bien moins fort par rapport à justement cette saison 26 de Formule 1, avec justement un des Grands Prix matinaux à terminer d'ailleurs par le Grand Prix du Japon, et à commencer bien sûr par le Grand Prix d'Australie, et par la suite, c'est vrai, entre deux, il y a eu le Grand Prix de Chine. Là, c'est vrai que le Grand Prix de Miami, il y a eu
eu un intérêt un peu plus important. Et c'est pour ça que c'était intéressant tout de même de faire cette petite pause pour se poser, reprendre un petit peu des forces, ou peut-être pas, vous allez comprendre pourquoi, pour justement faire une petite pause, sachant que moi, de mon côté, je vous l'ai dit d'ailleurs dans le dernier épisode, c'est que je vais bientôt devenir papa. Théoriquement, dans moins d'un mois, fin du mois de mai, je vais devenir papa, donc il y a quand même des rendez-vous maternité à préparer et à réaliser avec ma femme, donc de ce fait-là, je n'avais pas trop la tête, j'ai envie de dire, à faire des épisodes que je pouvais penser forcer sur Pushlab, donc on a pris le temps pour ça. Et puis c'est vrai, il y a aussi, vous l'avez certainement vu, pas le week-end dernier, mais le week-end juste avant, eh bien il y a eu le Grand Prix de Monaco historique, puisque pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le savaient pas jusque-là, je suis en collaboration à peu près permanente, on va dire ça ainsi, avec l'Automobile Club de Monaco, qui régit, qui organise tous les événements sport auto qu'il peut y avoir justement, qui sont liés à la principauté. Et je suis présentateur pour eux, créateur de contenu également pour eux, j'incarne les vidéos pour eux, et je suis donc présentateur pour eux, comme je le disais. Et sur ce Grand Prix Monaco historique, je présentais le live YouTube qui était retransmis sur la chaîne YouTube, donc je le disais, de la CM, sur les 2 jours du Grand Prix Monaco historique, et j'étais déjà bien présent à partir de mardi, et c'est vrai que ça a été une expérience absolument folle, ça a été incroyable du début jusqu'à la fin, c'était exceptionnel, je me suis régalé, on s'est régalé, j'ai vu d'ailleurs vos messages qui montraient que vous aussi vous vous étiez régalé, que ce soit sur YouTube en direct, mais également sur place, puisque je vous avais fait gagner sur le Insta de Pushlap des places pour le Grand Prix de Monaco historique pour le samedi. D'ailleurs, petit salut à Ophélie, qui semblerait-il s'est régalé, qui a gagné les places sur le jeu concours, et qui semblerait-il s'est régalé. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir que quand on fait gagner des choses, ça fait vivre des rêves d'une certaine manière. Surtout une course aussi emblématique à Monaco, sur le circuit le plus mythique au monde. Est-ce que je suis objectif? Je ne sais pas, mais pour moi, c'est le circuit le plus mythique au monde, celui qui me fait le plus rêver, j'ai envie de dire, le circuit de Monaco. Et donc, vous l'avez vu aussi? Bah ouais, messieurs. Alors, il n'est pas venu dans Pushlap, mais au moins, j'ai eu la chance d'interviewer pendant 10 minutes un double champion du monde de Formule 1, une légende même du sport auto, qu'est Fernando Alonso. Oui, Alonso est venu en plateau, on s'est régalé ensemble, on a discuté de beaucoup de choses, on discutait du fait qu'il est nouvellement papa, c'est vrai, le fait est de son accroche avec Monaco. Je rappelle que Fernando habite à Monaco, en principauté, le fait est aussi que il y avait Franck Montagny qui était là, puisqu'il était dans le dispositif. Franck, qui est une légende absolue dans ses analyses, moi, il m'a régalé du début jusqu'à la fin de ce Grand Prix Monaco historique, avec Emmanuel Moine qui commentait. Il y avait Mylène Dorange qui était là aussi sur le dimanche. Ouais, c'était fou vraiment tout ça. Et donc avec Alonso et Franck Montagny qui étaient là. Franck qui a été l'un des grands artisans des titres de Renault et donc d'Alonso en 2005, en ayant enrôlé plus de 60 000 km dans la R25, rendez-vous compte, en essai privé. C'est grâce à lui que Renault est devenu champion du monde en 2005, avec donc Fernando Alonso en tant que en pilote, constructeur pour le titre de Renault. Donc ouais, ça a été une expérience folle, puisque j'avais déjà été présent sur le Grand Prix Monaco historique 2024 avec la CM, dans un rôle qui était différent. Là, j'allais vraiment partout. Là, on se concentrait sur le rôle de plateau et délaissait les rôles un peu plus d'action sur la piste, qui ont été délaissés à Franck Montagny et à Mylène aussi. Donc voilà, c'était incroyable, c'était fou, et ce qui explique donc le besoin de me reposer quand je pouvais me reposer, et donc de ne pas faire aussi des épisodes de Pushlap à certains moments. Donc voilà les copains sur tout ça, mais voilà, c'était fou, et j'ai hâte de repartir à l'aventure, bien sûr, avec l'ACM prochainement, avec le e-prix de Monaco, les amis, dans 2 semaines. Et si tout se passe bien ce week-end, je serai à un autre Grand Prix historique, le Grand Prix de France historique, j'y serai avec RMC Sport. Voilà, les amis. Bon, allons directement dans le Pushmag. Partons dans le Pushmag, les amis, car il y a aussi beaucoup de choses à voir. Ça va être très garni, vous allez le voir. À commencer donc par la réglementation 2026, qui a donc été revisitée sur ce Grand Prix de Miami qui était ce week-end, avec une victoire à nouveau d'Andrea Kimi Antonelli. Avant de se plonger dans les sportifs, parlons effectivement de la réglementation. Il y a eu des ajustements. Les règles 2026 représentent donc le changement technique le plus radical que la Formule 1 ait connu depuis des années, et même j'ai envie de dire dans son histoire d'ailleurs. L'énergie électrique passe de 120 kW à 350 kW tout de même. On arrive à une répartition
quasi égal, moteur thermique et batterie, le fameux 50-50, 50-50 dont tout le monde parle depuis le début de la saison. C'est une révolution complète sous le capot. Et depuis le début de la saison, on en a vu passer des critiques de partout. Verstappen qui avait résumé la situation, allez, sans filtre comme on peut le connaître. C'est comme de la Formule I sous stéroïdes, c'est ce qu'il expliquait justement Max Verstappen. On avait un effet yo-yo avec des voitures qui accéléraient, qui décéléraient de manière artificielle selon les phases de gestion d'énergie. Ça avait cristallisé toutes les frustrations des pilotes, des fans et même des observateurs, face donc à ces critiques. La FIA, la Fédération internationale de l'automobile, a donc agi. Après plusieurs réunions pendant la pause forcée du calendrier, la FIA a annoncé une série de changements réglementaires qui a donc été mis en place à Miami. Sur les qualifications d'abord, la recharge maximale autorisée passe de 8 mégajoules à 7 mégajoules, ce qui limite mécaniquement le besoin de récupération d'énergie et encourage d'ailleurs un pilotage à fond plus régulier. C'est pas encore ça, parce qu'il y a toujours des phases de recharge en tour de qualification, ce que je n'aime pas. Je veux qu'on ait des tours de qualification à pleine charge. Dans le même esprit, la puissance maximum du super clipping est portée à 350 kW contre 250 kW auparavant. L'idée étant que puisque le super clipping est plus puissant, il n'est plus nécessaire de l'activer aussi longtemps pour récupérer la même quantité d'énergie. On réduit la durée de ces phases de gestion artificielle à 2 à 4 secondes par tour maximum. C'était d'ailleurs l'idée qui avait été mise en avant par Andrea Stella, le patron de McLaren, dès les essais hivernaux, et donc c'est enfin appliqué. En course, ensuite, la puissance maximale du boost est désormais plafonnée à 150 kW supplémentaires pour éviter ces accélérations soudaines et brutales qui rendaient les dépassements imprévisibles et dangereux. Comme on avait pu le voir entre Burman et Colapinto lors du Grand Prix du Japon, ce qui avait causé l'accident de Oli Burman. Le déploiement du MGUK, aussi également c'est important, est maintenu à 350 kW dans les zones clés d'accélération. Les lignes droites, les zones de dépassement, mais limitées à 250 kW dans les autres portions du tour, notamment à l'approche et à la sortie des virages. L'objectif est de réduire les vitesses d'approche excessives tout en préservant les opportunités de dépassement. Enfin, sur les départs, il y a un nouveau système de détection de départ qui à faible puissance a été mis en place. Concrètement, et ça c'est important du point de vue de la sécurité, on l'avait vécu sur le premier Grand Prix en Australie, des problèmes de voitures qui n'arrivaient pas à s'élancer de la grille. Je crois que c'était Lawson qui avait évité Franco Colapinto. Concrètement, sur une voiture présente si une voiture présente une accélération anormalement faible après le lâcher d'embrayage, le MGUK s'active automatiquement comme filet de sécurité pour garantir donc une accélération minimale. Alors il n'y a pas de gain de performance, c'est juste pour garantir une accélération minimale pour permettre à la voiture de s'élancer convenablement et éviter donc des trop gros différentiels de vitesse. Donc voilà, c'est extrêmement important. Et pour alerter d'ailleurs les pilotes venant de derrière, des feux clignotants s'activent sur les côtés et à l'arrière de la voiture concernée. Il y a aussi des choses sur la réglementation humide, en conditions humides, mais on n'a pas eu ça du côté de Miami. Mais on peut quand même évoquer les températures des couvertures chauffantes pour les pneus intermédiaires ont été relevées pour améliorer l'adhérence initiale. L'utilisation d'ailleurs de maximale de l'ERS est réduite pour limiter le couple et améliorer le contrôle sur piste mouillée. Et les systèmes de feu arrière ont été simplifiés pour des signaux visuels plus clairs dans les conditions difficiles. Voilà, on a eu des mesures qui paraissent quand même assez conséquentes, ça c'est vrai. Et honnêtement, je ne sais pas, je vous invite à dire en commentaire vos ressentis par rapport à ce Grand Prix de Miami, mais je trouve que j'ai été agréablement convaincu. Quand même. C'était du mieux, aussi bien en qualification qu'en cours. J'ai trouvé qu'on avait retrouvé quelque chose qui se rapprochait un peu plus du pilotage pur, on va dire. Quelque chose de plus naturel, moins de yo-yo visible, plus particulièrement en course. On avait moins de dépassements à l'énergie comme on a pu avoir en Australie, en Chine et au Japon. On avait quelque chose de plus naturel, moins de gestion artificielle qui cassait le rythme. Et là, on avait un rythme qui était plus régulier à Miami. On avait des pilotes pilotés vraiment avec des trajectoires, des batailles, des dépassements qui semblaient surtout moins contraints. Et c'est ça exactement ce qu'on attendait. Maintenant, on va pas tomber dans l'euphorie, c'est vrai. Sainz lui-même a été prudent par rapport à ça. D'ailleurs, Sainz qui a été quand même... il a été très énervé durant tout le week-end de ce Grand Prix contre Williams, mais également contre Verstappen. Sainz, lui, il a été prudent dans le sens où il dit les effets de ces ajustements sont restés limités sur un circuit dit riche en énergie comme Miami.
Ce qui veut dire que sur d'autres types de circuits, la donne pourrait être un peu plus différente. Les pilotes dans la globalité, même c'est vrai, restent sceptiques dans l'ensemble. Personne ne crie victoire dans le paddock comme je le disais. Surtout Verstappen, je cite Max Verstappen. Ce que j'ai dit à propos du règlement tient toujours. Je ressens un peu de différence maintenant que certaines choses ont été ajustées. En qualification, tu ne devrais pas avoir à éviter d'être à fond dans certains virages parce que sinon tu es lent dans la ligne droite. Ça ne devrait évidemment pas être le cas. Voilà, c'est ce qu'explique Max Verstappen, même s'il reconnaît qu'il y a des ajustements qui ont été réalisés. Mais la direction à l'heure actuelle semble être la bonne. Après un début de saison qui avait soulevé beaucoup d'inquiétudes, qui était légitime, c'est déjà ça. Le Canada, dans quelques semaines, ça va être intéressant. Un circuit très différent de Miami dans sa nature et sa gestion d'énergie. Ça sera le premier véritable test, on va dire, pour cette réglementation 2026 revisitée avec les ajustements. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur cette question-là, mais moi en tout cas j'ai été agréablement surpris. Voilà pour la première partie de ce push mag. Deuxième partie de ce push mag, c'est hyper intéressant aussi. Pour rien de vous cacher, c'est tombé un petit peu avant le début du tournage de cet épisode, parce que c'est aussi hyper intéressant. La F1 envisage déjà de réduire l'appui aérodynamique l'année prochaine, donc en 2027, dans cette nouvelle ère de réglementation en Formule 1. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous le voyez l'info qui est là, toujours par l'excellent F1 Big Data qui relaye aussi les infos, mais qui surtout est essentiel pour la compréhension des statistiques, du moins en Formule 1. Il révèle du coup que la Formule 1 est en train... Enfin, The Race révèle cette information. La FIA est en train d'ouvrir des discussions avec les équipes pour réduire les niveaux d'appui aéro des voitures dès 2027. Et la raison derrière ce chantier est assez révélatrice de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde de la Formule 1, dans le pinacle du sport auto. Voici le problème. Les équipes, en gros, ont produit des voitures qui génèrent plus d'appui aéro que ce que la FIA avait anticipé lors de l'écriture de la réglementation actuelle. Et ça a une conséquence directe sur la gestion d'énergie. Pourquoi ? Parce que plus une voiture est rapide en virage, moins elle récupère d'énergie en freinage. Et moins elle récupère d'énergie, plus les pilotes sont contraints de gérer et donc moins ils peuvent pousser à fond. C'est ce que reprochait notamment Max Verstappen. C'est le cercle vicieux que Nicolas Tombazis, qui était anciennement chez Ferrari, qui est aujourd'hui directeur des monoplaces de la FIA, c'est ce qu'il a reconnu cette semaine. Les équipes ont trouvé plus d'appui que prévu et ça complique la gestion de l'énergie plus qu'ils ne l'auraient voulu, que ce soit auprès de la FIA, mais également auprès des équipes et bien sûr dans la globalité de la Formula One, du groupe Formula One. Résultat, on a 3 options qui sont sur la table pour 2027, avec des réductions d'appui estimées à 20, 30 ou 50 points selon le niveau d'intervention retenu. Les zones ciblées seraient l'aileron avant, le fond plat et l'architecture en avant des pontons. Rien d'anodin, ce sont des zones clés de la performance aérodynamique des voitures actuelles. Donc c'est logique d'aller s'atteler à ces secteurs-là des monoplaces. Avec des niveaux donc... et il y a aussi un autre argument que la FIA se met en avant, c'est l'argument de la sécurité. Concentrez-vous parce que c'est important ça. Avec des niveaux d'appui qui continuent de progresser au fil du développement des voitures, les charges exercées sur les pneumatiques pourraient devenir préoccupantes. Et ça, figurez-vous que je vous en avais parlé avant même le début de cette saison, la problématique des pneumatiques Pirelli en 2026 dans cette nouvelle ère de la Formule 1. Parce que les pneumatiques Pirelli 2026, ils ont été homologués avant qu'ils aient pris véritablement la piste avec des F1 2026. Ils ont été homologués, ils ont été homologués quand même bien avant qu'une F1 2026 prenne la piste. Ce qui est problématique. Cependant, je r'insiste là-dessus, ce n'est pas la faute de Pirelli, c'est la faute du cahier des charges Formula One avec la FIA notamment, qui obligeait Pirelli en fait à créer des pneumatiques via de la simulation, via du CFD, et non via un contact véritable physique avec la piste sur des F1 2026. Je ne veux pas dire qu'ils développaient à l'aveugle, mais c'est un peu le même principe, ils développaient à l'aveugle. Je reste encore une fois à évoquer le fait qu'ils ont fait quand même du très très bon travail Pirelli avec les pneumatiques.
Il existe dans le règlement technique une clause spécifique. Il existe le règlement technique une clause spécifique qui permet à la FIA d'agir unilatéralement pour des raisons de sécurité sans attendre le vote des équipes. Et c'est un détail qui n'en est pas forcément un. Et c'est un point extrêmement important. Je ne sais pas comment la FIA va pouvoir agir sur Pirelli ou renforcer les pneumatique Pirelli pour tout en gardant de la performance, mais ça aussi c'est un point important. Je réinsiste dessus, c'est pas de la faute de Pirelli, c'est la FIA qui met un cahier des charges qui est très difficile à tenir pour Pirelli, et Pirelli fait quand même un très très bon travail. Et il y a un point précis, il y a aussi un point précis sur le bib, la partie avant du fond plat, et ça c'est un point aussi qui est extrêmement important. Les premières analyses de la FIA ont montré que les designs actuels s'étendent très loin vers l'avant, et le risque identifié est sérieux. Si une voiture est projetée par-dessus une autre, ce bib allongé pourrait passer dans l'ouverture du halo et toucher le pilote. Donc c'est une question de sécurité extrêmement sérieuse. Des discussions vont s'ouvrir pour réduire sa taille dès 2027. Et ce qui me frappe dans tout ça, dans tout ce qui est évoqué là jusqu'à maintenant, et c'est là où je suis vraiment curieux de savoir comment ça va évoluer, c'est la vitesse à laquelle la Formule 1 est en train de s'adapter. Collégialement, F1, FIA, écurie de F1, nous ne sommes qu'en mai 2026, la réglementation est en vigueur depuis maintenant seulement 4 courses, et on parle déjà de quand même de sérieuses modifications pour 2027. C'est à la fois rassurant, parce que ça montre que la FIA surveille, réagit, corrige, mais c'est aussi un peu vertigineux, parce que ça confirme qu'on est en territoire vraiment inconnu encore aujourd'hui avec cette réglementation 2026. Personne, peut-être visiblement, n'avait anticipé tout ça, ce qui allait se passer en piste, et notamment aussi une question toute bête, mais la question de l'aéro dans cette nouvelle réglementation. Les écuries sont allées plus loin que ce qui était prévu dans les règles. Et ça pose quand même... ça montre justement qu'on est vraiment dans un endroit, dans une situation, on va dire, aveugle, non anticipée par rapport à ce qui avait été prévu. Voilà. Alors une réduction d'API dès 2027, est-ce que c'est une bonne idée pour améliorer le spectacle, ou encore trop tôt pour toucher à des règles qui viennent à peine d'entrer en vigueur? Je vous laisse donner vos avis en commentaire par rapport à tout ça, mais en tout cas moi je suis curieux, j'ai pas forcément d'avis. Je trouve que sur les questions de sécurité, il faut faire quelque chose, ça c'est sûr et certain. Maintenant sur des questions performance, notamment sur la gestion de la batterie, je suis curieux de voir comment ça va s'adapter et ça va évoluer, bien sûr, les copains. Et là, on arrive à un point que vous attendez certainement tous. Alors, on va pas être forcément d'accord sur ce sujet, mais il faut absolument se poser pour en parler. Oui, les V8, qui pourraient faire leur retour en Formule 1. On vous l'a mis effectivement, bien sur Tiroff, on vous l'a mis chez nous, chez Tiroff, les copains, puisque Mohamed Ben Sulayem a évoqué un potentiel retour des V8 d'ici 2030. Je vous explique tout. Installez-vous, les amis, et après, on donnera notre avis. Mohamed Ben Sulayem, donc, l'a confirmé cette semaine. La Formule 1 va revenir au moteur V8. La cible affichée, l'objectif, c'est 2030 et 2031 même au plus tard. Le sujet n'est donc pas nouveau, vous le savez très bien, Ben Sulayem avait déjà évoqué l'an dernier son désir de revenir à un V8 ou à un V10 tournant au carburant durable, je vais y arriver. À l'époque, l'idée avait été rejetée même d'ailleurs par les constructeurs qui venaient tout juste de s'engager sur la réglementation actuelle. Après des années de négociations par-ci par-là, le dossier semblait cassé, sauf que depuis, le contexte a changé et même le ton a changé, et pas qu'un peu. Le problème majeur aujourd'hui des unités de puissance, c'est que les PU 2026, donc les Power Units, sont complexes, sont lourds et un coût absolument prohibitif aussi bien pour les constructeurs mais aussi pour les équipes clientes avec parfois des problèmes de fiabilité. Et pourtant, malgré la suppression, je rappelle, du MGUH, censé simplifier et réduire les coûts, le résultat n'est pas vraiment au rendez-vous. Aujourd'hui, la problématique est en particulier philosophique avec une course dépendante à la batterie électrique. Voilà. Deuxième élément qui rend ce projet tout de même risqué, et c'est là où je veux m'arrêter un instant, c'est où on est, j'ai envie de dire, l'industrie automobile. L'industrie automobile aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est massivement tournée vers l'électrification. C'est une réalité. Mercedes, Ferrari, Audi, Cadillac, on l'a vu dernièrement avec Ferrari, avec une dernière voiture qui est sortie, qui était, il me semble, soit électrique, soit 100% électrique, soit hybride. Vous allez me le dire en commentaire. Bref, tous investissent des milliards dans leur programme électrique.
c'est la direction que prend le marché, c'est la direction que prennent les réglementations même environnementales à travers le monde. Et dans ce contexte-là, revenir à un moteur thermique V8 avec une électrification quasi anecdotique en Formule 1, bah, le sport automobile qui est le plus médiatisé au monde, ça envoyait un signal très particulier et c'est surtout envoyé un signal très mauvais. Un signal qui pourrait d'ailleurs mettre certains constructeurs dans une position inconfortable vis-à-vis de leur engagement environnementaux et de leur image de marque même d'ailleurs. Et ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et c'est là que les carburants durables entrent en jeu. Parce qu'ils offrent une nouvelle fois pour justifier un retour au thermique en F1 sans passer pour un sport rétrograde. Un V8 tournant au carburant durable, c'est une empreinte carbone radicalement différente d'un V8 à l'essence classique, ça vous le savez très bien. L'argument environnemental peut tenir et ça change tout dans la conversation avec les constructeurs. Alors concrètement, de quoi parle Mohamed Ben Sulayem avec ces moteurs V8 ? Le V8 envisagé ne serait pas un retour pur et simple aux années 2006-2013. Il y aurait une part d'électrification, mais très minime, marginale. Rien à voir avec le 50-50 actuel. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais venir après. L'idée, c'est d'avoir un moteur qui reste clairement le cœur du système, avec une assistance électrique légère et discrète. Le son reviendrait, la légèreté aussi, et la simplicité aussi, enfin, selon Mohamed Ben Sulayem. Et sur ce point, il y a une déclaration qui a particulièrement retenu mon attention, c'est celle de Toto Wolff. Mercedes, quand même, a été l'un des grands défenseurs les plus acharnés des unités de puissance hybrides depuis 2014, et même pour cette nouvelle réglementation. Et pourtant, Toto Wolff dit, cette semaine, je cite, qu'il est favorable à un retour des V8. Nous adorons les V8, ça n'évoque que des bons souvenirs, et de notre point de vue, c'est un moteur purement Mercedes. Mais Wolff ne s'arrête pas là. Il va plus loin, il propose même une vision ambitieuse, un moteur V8 qui pourrait développer 800 chevaux côté thermique, avec 400 chevaux supplémentaires côté électrique. Un total de 1200 chevaux au total quand même, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'on aurait un méga moteur V8, ce qu'il appelle lui-même un moteur méga. Donc l'idée étant de ne pas complètement tourner le dos à l'électrification, contrairement à ce que propose Mohamed Ben Sulayem, pour rester connecté au monde réel, mais de remettre le moteur thermique au centre du projet. Si nous basculons à 100% sur la combustion, nous risquons de paraître un peu ridicules en 2030 et 2031. C'est ce qu'il évoque justement Toto Wolff à juste titre, et ça c'est important de prendre ça en compte. Nous devons tenir compte de cela, simplifier le système en faire un moteur méga. Peut-être pourrions-nous tirer 800 chevaux du moteur thermique et ajouter 400 chevaux, ou plus d'énergie électrique par-dessus. Et du côté de Red Bull, Laurent Mekies, le directeur de l'équipe, va dans le même sens. Red Bull Forward Powertrains a investi des sommes considérables pour construire son unité de puissance actuelle en partant de zéro. Et pourtant, Laurent Mekies dit, je cite, « Nous sommes plutôt partants, nous avons dû repartir de zéro pour cette génération de Power Units, et l'idée d'un nouveau défi ne nous fait pas peur. Nous sommes probablement un peu plus flexibles et indépendants, ce qui, on sent quand même la patte Ford dans ses déclarations. Chez Ferrari, Fred Vasseur résume l'enjeu en une phrase, réduire le budget fou que représentent les moteurs actuels pour les constructeurs, pour les clients, pour le bien de la Formule 1. Donc sur le fond, les signaux sont là. Les constructeurs bougent, la conversation avance, et l'idée d'un V8 puissant, moins complexe, moins coûteux, avec une touche d'électrification raisonnée, ça commence à ressembler à un projet crédible et séduisant via les constructeurs, non via la FIA. Parce que voilà où mon avis diverge. Faire revenir les V8 en Formule 1, je trouve ça quand même très très dangereux. Je trouve qu'on est plus sur... Je trouve qu'on est plus sur de l'émotion qui parle, plus que de la lucidité qui parle. On est plus que de la lucidité qui parle. Parce que ce que dit Ben Sulayem, c'est que... Ce que dit Ben Sulayem me dérange un peu. Parce que ce qui me dérange dans cette histoire, ce n'est pas seulement le fond, c'est la méthode évoquée. Ben Sulayem ne dit pas « on travaille avec les constructeurs pour trouver un consensus ». Il dit, mot pour mot, je cite, « En 2031, la FIA aura le pouvoir de le faire sans aucun vote des constructeurs. Ce qui doit arriver, arrivera. » En gros,
Traduction, si les manufacturiers refusent de voter pour 2030, on passe en force coûte que coûte pour 2031. Bah non. Excusez-moi, bah non, faut pas faire ça. Parce que la première question aussi qui me vient par rapport à cette volonté du retour forcé des V8, bah, quelle va être la réaction d'Audi et de Cadillac ? Audi est venu en Formule 1 précisément pour cette nouvelle réglementation 50-50, donc 50% thermique, 50% électrique. Ils sont venus pour ça. Et on a fait en sorte d'accueillir des nouveaux constructeurs en Formule 1, pas seulement Audi, avec cette nouvelle réglementation. On a fait cette nouvelle réglementation pour permettre à des nouveaux constructeurs de venir en Formule 1. Exemple type, Cadillac. Cadillac, de son côté, est en train de construire son propre moteur dans ce cadre réglementaire, avec une échéance fixée pour 2029. Donc là, on est en train de dire à Cadillac, alors vous êtes en train de faire un moteur pour 2029, c'est ce qu'on s'était mis d'accord sur ça, mais vous allez faire un moteur pour rien. Parce que derrière, on va devoir rechanger de réglementation l'année suivante pour 2030. Mais attendez, on marche sur la tête. Ça, non, c'est pas logique. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement dangereux cette manière de faire, parce qu'on est sur un passage en force, on est sur un 49.3 de la Formule 1. C'est à peu près ça l'idée là. Donc, pour Cadillac, pour Audi, mais plus particulièrement pour Cadillac, c'est mettre à mal toute une entité, toute une écurie de F1, tout un constructeur tout entier qui a investi des milliards pour rentrer en Formule 1. L'idée de revenir au V8, moi je suis pas fermé à ça. Il faut mettre des V8 avec de l'électrification, parce qu'il faut que ce soit logique, viable du point de vue contexte automobile et du point de vue constructeur automobile. Voilà en quoi ça doit être viable. Donc, je suis pas fermé à cette idée-là, mais il faut bien le faire. 2030, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Là, tu mets à mal Cadillac, c'est pas acceptable, c'est pas normal pour eux. Je suis Cadillac, je pète mon crâne, je pense, au bout d'un moment. Et c'est ça, donc pour eux, entendre le président de la FIA annoncer que tout ça pourrait être balayé d'ici 2030 ou 2031, c'est proprement lunaire. Certes, aujourd'hui, t'as certains constructeurs, on en a parlé, qui sont plus ouverts qu'avant sur le sujet, Mercedes, Red Bull, Ferrari, qui envoient des signaux positifs, enfin, mais ils envoient des signaux positifs avec certaines conditions. Mais la question n'est pas de savoir si ça va se faire, la question c'est de savoir comment ça va se faire. Il y a un autre danger qu'on ne peut pas ignorer, c'est la réalité donc de l'industrie automobile aujourd'hui, l'électrification. C'est une priorité massive pour tous les constructeurs en termes d'investissement, d'image de marque, d'engagements environnementaux. Moi, je peux parler du cas Ford aujourd'hui, puisque j'entretiens des bonnes relations avec Ford et avec certaines collaborations qui je l'espère, vont se concrétiser. Mais Ford, par exemple, ils vont sur du 100% électrique. Donc eux, ils viennent en Formule 1, ils s'investissent avec Red Bull Powertrains sur la partie électrique. Voilà. Donc, il y a ça à prendre en compte. Moi-même, Soleilhem, je comprends l'idée, la volonté de faire revenir les V8, mais il faut aussi prendre le contexte de toutes les écuries aujourd'hui et de différents constructeurs et des différentes parties prenantes qui s'impliquent en Formule 1. Ford, Audi, Cadillac, on a d'autres constructeurs qui sont en train de devenir 100% électriques. Et je vais aller plus loin. Imaginez qu'on ait une marque du groupe Stellantis qui a envie de s'impliquer dans le sport automobile. Bah ouais, mais on fait que des moteurs électriques chez les autres. Voilà, c'est pareil. Chez Stellantis, par exemple, ils font que des moteurs électriques quasiment. Voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Et pour ceux qui s'impliquent en Formule 1, notamment chez le groupe Stellantis, avec Opel qui arrive, Citroën qui est impliqué désormais, que je salue d'ailleurs Citroën, qui font un travail fantastique en Formule 1. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Je trouve que c'est beaucoup trop d'émotions qui parlent plutôt que de la lucidité. Faire revenir un V8 avec une électrification quasi anecdotique en Formule 1, le sport le plus visible de la planète, sport automobile le plus visible de la planète, ça doit faire sens pour eux. Ça doit se retrouver dans leur stratégie. Ça doit être une décision qu'ils ont choisie, pas qu'on leur impose, même d'ailleurs dans la globalité. Parce que si les constructeurs ne se retrouvent pas dans ce projet, c'est le sport lui-même qui va être en danger, tout simplement. Et annoncer publiquement qu'on est prêt à contourner leur vote si nécessaire, c'est envoyer un message extrêmement dangereux sur la gouvernance de ce sport.
on va de nouveau partir sur une nouvelle bataille interne entre la FIA et la F1. Quand on pensait que ça se calmait, allez, on repart pour de nouvelles batailles. Il n'y a aucune stabilité à chaque fois. Et ça devient un peu pesant pour tout le monde, j'imagine. Et ça dit un petit peu aux partenaires actuels et futurs, ce genre de déclaration, vos engagements ont une limite. Vos investissements peuvent être remis en question unilatéralement, juste avec la puissance de la FIA. Et si demain la FIA change encore d'avis sur une autre réglementation, le même scénario peut se reproduire. Dans un sport qui a besoin de stabilité, de confiance pour attirer et retenir des constructeurs de premier plan, cette posture peut faire très très mal sur le long terme. Même si la décision finale s'avère être la bonne, même dans la globalité. Ce que je dis encore une fois, c'est ce que pense moi-même Metsoleiem en voulant faire revenir les V8. C'est pas illogique, c'est pas bête. C'est la manière de faire qui peut mettre à mal des constructeurs comme Cadillac, comme Audi, et je mets les plus loin comme Ferrari, Mercedes ou Red Bull. Parce que Mercedes, Red Bull ou encore Ferrari, ils ont une idée du V8 pour faire revenir ça, mais avec une électrification quand même un peu plus poussée que justement ce que pense Metsoleiem. Donc en fait, c'est tout ça à accumuler et à voir comme visualisation. Moi, je suis pas contre, mais il faut le faire de la bonne manière. Surtout par rapport à ça. Donc le retour des V8, tiens, donnez vos avis en commentaire. Bonne ou mauvaise idée sur le fond. Et surtout, est-ce que la FIA a raison d'agir de cette manière-là, d'imposer ce retour aux constructeurs? Voilà. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, je suis curieux d'avoir vos avis, les amis, sur ce sujet. Allez, on passe au push to talk, les amis. Après un bon push mag qui a été très très rempli, j'ai bien kiffé ce push mag, mais là maintenant il est l'heure de passer au push to talk, le cœur donc de cet épisode de Push Lap après ce Grand Prix de Miami. Russell fragilisé, Antonelli assomme en Floride, ça c'est sûr et certain. Le clan Mercedes voit peut-être son nouveau leader s'affirmer, son nouveau leader, et sans doute Andrea Kimi Antonelli. Oui, parce qu'il est leader du championnat, c'est peut-être lui, mais c'est surtout lui le leader, semblerait-il. 3 victoires consécutives à chaque course qui passe. Antonelli prend un peu plus de place chez Mercedes et un peu plus de place dans la tête de George Russell. Une nouvelle fois, le tout jeune Italien de 19 ans a triomphé en s'imposant avec gestion à Miami. Antonelli gagne encore, pendant que son coéquipier chez Mercedes, George Russell, lui, subit encore. Antonelli marque l'histoire. Oui, aucun pilote avant lui n'avait remporté ses 3 premiers Grands Prix avec une pole position à la clé à chaque reprise. Une statistique qui assomme Russell, qui traverse, et ce sont ses mots, une période assez difficile. Antonelli est désormais aujourd'hui un véritable prétendant au titre avec 20 points d'avance sur Russell. Mais que se passe-t-il finalement pour lui, justement, le Britannique? Pourquoi est-il autant en difficulté face à un pilote qui n'est seulement que dans sa 2e saison en Formule 1, une troisième défaite consécutive, face à son propre coéquipier, un coéquipier qu'il était censé, je le rappelle, guider. Russell qui devait être le leader de cette équipe, Russell qui devait porter Mercedes vers les titres d'ailleurs, et Russell qui, Grand Prix après Grand Prix, se retrouve un peu plus dans l'ombre. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble, on va décortiquer ensemble pourquoi sa situation est en train de devenir bien plus complexe qu'une simple, justement, contre-performance sportive, les copains. On en avait parlé avec Nadia après la première victoire en Chine de Andrea Kimi Antonelli. Antonelli, c'est le pari de Toto Wolff, une star soigneusement façonnée par Mercedes depuis des années et titularisée à 18 ans à peine. Et ça, on a tendance à l'oublier aujourd'hui. On s'est tellement peut-être habitué finalement avec ces 3 victoires consécutives à le voir évoluer, on va dire ça ainsi. Mais c'est ça en fait, Andrea Kimi Antonelli. Il est arrivé dans un contexte historique chez Mercedes qui n'est pas une équipe qui prenait des décisions impulsives. C'est une écurie qu'on connaît pour sa stabilité, sa maîtrise, son contrôle. Le fait de mettre Antonelli à 18 ans chez eux pour commencer sa carrière en Formule 1, ça pouvait paraître comme étant une décision forcée ou une décision impulsive. Et puis finalement, ça a été tout l'inverse. Une équipe qui ne mise pas sur l'inconnu, en fait, Mercedes. Et pourtant, sous la gouvernance de Toto Wolff, ils ont choisi de miser sur un rookie extrêmement jeune. L'an dernier, un gamin qui venait à peine d'avoir 18 ans au moment de sa titularisation. Oui, Antonelli était destiné à arriver chez Mercedes un jour, tout le monde le savait, mais le faire à ce moment précis
dans ce contexte précis, avec cette précision précise d'ailleurs, c'était quand même un pari, un vrai pari. Et aujourd'hui, ce pari est déjà en train de payer largement, quoi qu'on en dise. Alors oui, ce ne sont que les 4 premiers Grands Prix de la saison, on a 3 victoires pour Antonelli, mais quoi qu'il en soit, ça commence déjà à payer. Même si à la fin de la saison, il n'y a pas de titre, bien sûr, ça commence déjà à payer. Parce qu'Antonelli ne fait pas que gagner, il marque l'histoire de la Formule 1, quoi qu'on en dise, je le répète, mais aucun pilote avant lui n'avait remporté ses 3 premiers Grands Prix avec une pole position à chaque fois. Seuls 2 pilotes avaient réussi à signer leurs 3 premières poles consécutivement, Ayrton Senna et Michael Schumacher. Seuls 2 avaient signé leurs 3 premières victoires consécutivement, c'était Hill et Häkkinen. Antonelli sera le premier à réaliser les 2. C'est un record énorme et surtout, il met en perspective ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. On est en train d'assister à quelque chose de rare finalement. Mais ce qui m'impressionne encore plus que les statistiques, c'est sa prise de maturité. Parce que ce que j'aime beaucoup avec Andrea Kimi Antonelli, c'est sa prise de performance, son évolution qui se voit à vue d'œil. Les stats, c'est bien. Mais derrière les stats, il y a un pilote de 19 ans qui agit déjà comme quelqu'un qui sait exactement comment se battre pour un titre mondial. Regardez ce qui s'est passé à Miami, en début de course. Antonelli a fait une erreur de gestion d'énergie, il a perdu une place au profit de Lando Norris. À cet instant précis, un jeune pilote, ça rentre dans sa tête, voilà, on va dire ça. Il se précipite, il se serait précipité, il se serait forcé, il aurait accumulé des erreurs par-ci par-là. Et on en a vu par le passé l'an dernier, Antonelli faire des erreurs de gestion, des erreurs de pilotage qui créent des accidents, notamment. Et on l'a vu notamment en Autriche, notamment. Là, à Miami, on a vu qu'Antonelli, lui, ne paniquait pas. Il a gardé son calme, il a réfléchi, il a été dans la réflexion et dans le travail avec son équipe pour trouver la meilleure stratégie en faisant l'undercut sur Lando Norris. Proprement, et jamais aller plus loin, sans forcer. Et ensuite, sur la deuxième moitié de course, il était devant effectivement Lando Norris, je rappelle, champion du monde en titre Lando Norris, sur une McLaren qui est nettement plus véloce qu'en début de saison, qui était dans ses rétros. Et pourtant, Andrea Kimi Antonelli, longtemps, il avait 2 secondes, il était quand même que seulement 2 secondes d'avance sur Lando Norris, avec un mode dépassement à portée de main pour le Britannique sur l'Italien, et Antonelli n'a rien lâché. Absolument rien lâché. Pas une erreur, pas un moment de relâchement, pas un moment de doute visible, justement sur une masse orange qui était derrière lui. Et il le dit lui-même, et cette déclaration en dit long sur son évolution mentale. Avant, j'étais très frustré, alors que sur cette épreuve, j'ai gardé mon calme, j'ai mieux fait les choses, et j'ai réussi à passer à autre chose pour me concentrer sur la course. Voilà en fait ce qui change tout à mon sens. Ce n'est plus un très jeune pilote qui survit, c'est un pilote qui est déjà en contrôle. Certainement, sur la suite de la saison, il sera peut-être mis encore plus sous pression, mais là, ne serait-ce que sur ce début de saison, c'est très bon. Hein. C'est une bonne plage d'exploitation. C'est déjà très très fort pour Andrea Kimi Antonelli, qui, je rappelle, est d'ores et déjà leader du championnat avec 20 points d'avance sur George Russell. Et ce qui rend aussi tout ça encore plus vertigineux, c'est qu'on n'en est qu'au début. Antonelli n'est que dans sa 2e saison en Formule 1. Ce qui veut dire qu'il a encore une marge de développement énorme devant lui. Des capacités encore à débloquer. Des automatismes qui ne sont pas encore là. Et la preuve la plus concrète, ce sont ses départs. Bon, ils sont catastrophiques ces départs. C'est abominable. C'est une abomination. Parce que là-dessus, les chiffres font mal. Sur 6 départs de course avec les sprints inclus, donc, depuis le début de la saison, Antonelli n'a fait que perdre des places. Il a perdu 20 places au total depuis le début de la saison à l'extinction des feux, en cumulé. C'est considérable, c'est un réel problème qu'il reconnaît lui-même. Et pourtant, avec ce handicap systématique, même d'ailleurs, à chaque départ, il gagne quand même. Il remonte, il gère et il s'impose. Voilà ce qui se passe à chaque fois pour Andrea Kimi Antonelli dans la finalité. On avait même vu d'ailleurs en Chine sur les derniers tours, peut-être des problèmes de stabilité, des problèmes de gestion même mentale dans les moments importants, avec un blocage de roue qui montrait qu'il devait encore apprendre à se canaliser dans les moments chauds. Grand Prix de Chine sur les derniers tours, je le disais. À Miami, cette version-là a quasiment disparu. La gestion sous pression face à Norris
l'undercut bien négocié, la tête froide sur l'ensemble du week-end, c'est une évolution visible course après course. Et Toto Wolff le voit, il le dit clairement, pour moi, c'était sa meilleure course jusqu'à présent. Cela me rappelle ses années en karting et en Formule 4. Il n'y a eu aucune erreur. Je suis d'accord avec Toto Wolff, pour moi, c'est la partition la plus aboutie qu'il ait pu faire en Formule 1, Andrea Kimi Antonelli. Il y a eu le Grand Prix de Chine l'an dernier, le Grand Prix du Brésil l'an dernier, où j'ai trouvé qu'on avait eu la meilleure partition d'Antonelli en étant très très fort sur l'ensemble du week-end de Grand Prix, où il avait même battu, d'ailleurs George Russell était même pas loin d'aller chercher la victoire en sprint, mais on avait eu un très fort Andrea Kimi Antonelli. Wolff a particulièrement salué sa gestion sous pression face à Norris. Mener la course avec quelqu'un qui vous met la pression derrière, être capable de soutenir cette pression et de creuser l'écart, c'est une qualité de caractère remarquable. Nous parlons d'un futur avec énormément de succès pour Andrea Kimi Antonelli. Donc, aujourd'hui, si on en est déjà à ce niveau-là, avec des lacunes au départ, avec encore de petites erreurs ponctuelles par-ci par-là, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui va se passer quand il aura réussi à trouver la mire, justement, Andrea Kimi Antonelli ? Quand il réglera tout ça ? Qu'est-ce qui se passera pour son niveau ? Comment il sera ? À quel niveau il sera aujourd'hui par la suite en Formule 1, Andrea Kimi Antonelli ? Et je vais faire un parallèle qui peut sembler osé, mais je vais l'assumer complètement. Antonelli, on est peut-être en train de regarder un pilote qui est sur les pas de Sir Lewis Hamilton. Il peut aller chercher, Antonelli, et clairement, dans une voie pour aller chercher son premier titre mondial en Formule 1, dès seulement sa 2e saison. La dernière fois qu'on a vu ça quand même, donc c'était Hamilton en 2008 avec McLaren. Et quand je regarde Antonelli aujourd'hui, on a de la justesse, on a de la gestion, de la vivacité, de la vitesse pure, du sang-froid, tout y est. Dans un package d'un pilote de 19 ans qui est même attachant et qui progresse à vue d'œil, course après course. Et ce qu'il réalise face à Russell, qui je rappelle était censé être le leader naturel de Mercedes dans cette nouvelle ère réglementaire, c'est proprement renversant. Moi j'adore voir rouler Andrea Kimi Antonelli. Il n'y a pas de l'insouciance, parce que je pense qu'il faut arrêter de dire que quand on est un sportif de haut niveau jeune, il y a de l'insouciance. Non, tout est réfléchi, surtout en Formule 1. Mais Là où je veux en venir, c'est que on a d'ores et déjà de l'intelligence d'un pilote qui est capable de se construire pour pouvoir aller chercher le titre mondial. Prendre ses 3 premières victoires de Grand Prix, sur ses 3 premières pole positions, réussir à convertir dans un sport aussi élevé, dans un sport aussi dur dans la concurrence, c'est extrêmement incroyable. C'est absolument incroyable. Et ça dit quelque chose d'énorme sur l'intelligence de Mercedes. Toto Wolff a pris le risque de le titulariser très tôt. Aujourd'hui, clairement, avoir mis Antonelli chez Mercedes, ça ressemble à un coup de génie qui est en train de payer. Aujourd'hui, Antonelli est d'ores et déjà dans les livres d'histoire. Aucun pilote avant lui n'avait remporté ses 3 premiers Grands Prix avec une pole position à chaque fois. Et ça, tout en n'ayant même pas encore atteint son meilleur niveau. C'est juste fou, c'est juste Antonelli. Et ça, forcément, le comparatif par rapport à Russell, qui est déjà dans sa 8e saison en Formule 1, ça fait très mal. C'est un énorme coup de massue. Antonelli est en train d'assommer George Russell. Et c'est vrai que pendant que Antonelli écrit l'histoire, il y a quelqu'un d'autre, de l'autre côté du garage, qui subit et qui, Grand Prix après Grand Prix, ne trouve pas de réponse. Ce quelqu'un, c'est George Russell, et sa situation, elle commence à devenir vraiment, vraiment inconfortable, parce qu'il faut rappeler ce que Russell est censé être dans cette équipe. Ce n'est pas un équipier, ce n'est pas un soutien, ce n'est pas un pilote qui est là pour apprendre. C'est le leader, c'est le pilote qui est censé être le leader. Peut-être que je vais être dur avec George Russell, et je vous invite à donner encore une fois vos avis en commentaire, mais c'est le pilote autour duquel Mercedes a construit son projet 2026. Antonelli, c'était trop tôt pour imaginer que 2026, on va dire ça, ils se battent pour le titre mondial.
Là, c'était pour Russell 2026. Celui qui doit devenir champion du monde cette saison, Russell. C'est la narration qui existe autour de lui depuis des mois. Et c'est une pression qu'il a lui-même alimentée, qu'il a acceptée et qu'il a revendiquée. Cette pression est devenue de plus en plus forte après le Grand Prix d'Australie à Melbourne, où il s'impose avec main de maître. Il était à des années-lumière même de la concurrence, et surtout par rapport à Antonelli. Et dans ce cadre-là, même, j'ai envie de dire, son rôle face à Antonelli était clair. Il devait le dominer, pas écraser non plus, mais dominer, le guider même, ce jeune pilote italien de 19 ans, jouer le rôle de grand frère, lui transmettre l'expérience, l'accompagner dans ses premiers pas au plus haut niveau. C'est le scénario qui était écrit. C'est ça que tout le monde attendait. Sauf que là, aujourd'hui, le petit frère est en train de mettre une sacrée leçon au grand frère. 3 fois de suite. 3 défaites consécutives du grand frère face au petit frère. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. Et là, Russell, je vais reprendre le titre des amis de Paddock Pass avec Manu Moine, que je salue. Muscle ton jeu, George Russell. Clairement, là, il faut muscler le jeu. C'est pas normal. Et ce qui est troublant, en plus, c'est que Russell est dans sa 8e saison dans l'élite. Il a de l'expérience, il a de la compréhension de data, il connaît cette équipe Mercedes mieux que quiconque. Il n'a plus d'excuses de l'adaptation. Comment on peut venir nous expliquer qu'Antonelli est meilleur que George Russell sur ce début de saison? Comment on peut l'expliquer, ça? Comment on peut nous le justifier? L'expliquer, c'est une chose, mais nous le justifier, c'est injustifiable. Ce n'est pas normal. C'est pas justifiable de voir un Russell en retard par rapport à Antonelli. Ce n'est pas dur, c'est la vérité. Ce sont juste des faits. Ce n'est pas normal. Il n'a plus en plus le luxe du temps, Russell, parce que à ce niveau-là, dans cette fenêtre précise, c'est peut-être maintenant ou trop tard, un peu maintenant ou jamais, on va dire, pour devenir champion du monde. Et à Miami, il n'a tout simplement pas existé. À aucun moment dans la course, on s'est dit « Ah, Russell va revenir. Ah, Russell pour aller chercher Antonelli. » À aucun moment. Et même, je vais aller plus loin. À aucun moment, on a senti Russell capable d'aller chercher le podium dans ce Grand Prix. Jamais. Nada. À aucun moment. Aucun moment de tension, aucune réponse visible. Pas un tour où on a senti qu'il allait chercher quelque chose. Il a subi de bout en bout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il finit quand même 4e. Il a beaucoup de chance, George Russell. Il faut être honnête, parce que c'est en partie Leclerc qui lui a offert cette place en gâchant sa fin de course. Sans ça, Russell terminait sa course aux alentours de la 6e place, on va dire. Allez, 5e si je suis gentil, puisqu'il est venu aller dépasser un Max Verstappen sur la course par la suite. En fin de course, pardon. Pour un pilote de son calibre, de son expérience, de son statut dans cette équipe, c'est clairement insuffisant. Très insuffisant. Et tout le monde le sait, Russell le sait, Toto Wolff même le sait, et Antonelli, lui, continue d'avancer, tant bien que mal, et même avec une certaine facilité, il faut le dire. Et puis, il y a aussi une autre question que je veux poser. Une question qui me trotte dans la tête depuis quand même quelques courses maintenant, et je vais même aller plus loin depuis les essais hivernaux. Est-ce que George Russell a sous-estimé Antonelli? En vrai, c'est une question qui est légitime de se poser. Est-ce qu'il pensait véritablement au fond de lui qu'Antonelli, à ses côtés, serait déjà un véritable prétendant au titre mondial en 2026? Pensait-il que ce gamin de 19 ans allait débarquer et mettre la pression, pas une raclée, mais mettre la pression dès les premières courses de la saison? Sincèrement, je me pose des questions sur ça. J'ai pas la réponse. Encore une fois, donnez vos avis en commentaire sur ça, mais je n'ai pas la réponse. Moi, je pense qu'un petit peu. Je pense un petit peu. Ça n'explique pas forcément son retard, encore une fois, par contre, sur Antonelli, mais je pense qu'il doit être un petit peu surpris de ça. Il y a aussi un autre point qui est intéressant. Russell a dit qu'il n'aimait pas le circuit de Miami. Bon. Alors oui, Russell peut dire qu'il n'aimait pas ce circuit à Miami, qu'il n'était pas à l'aise, que les conditions ne lui convenaient pas. Peut-être. Mais, excusez-moi, peut-être que je suis dur, encore une fois, mais un pilote qui veut devenir champion du monde ne peut pas se permettre ce genre d'excuses. Un futur champion du monde s'adapte partout, tout le temps, où il fait au mieux. Je prends l'exemple de Max Verstappen. Est-ce que Max Verstappen, quand il était sur un circuit qui ne lui plaisait pas, est-ce qu'il disait ah non, j'ai du mal, là, j'ai un peu de mal. Voilà, c'est exactement, c'est plutôt ça. Est-ce que vous avez vu Max Verstappen sur des circuits qui ne lui plaisaient pas, ne pas performer autant?
Voilà, c'est là où je veux en venir. Verstappen, peu importe le circuit, allez, vamos, je triomphe. J'écrase tout le monde. Ou du moins, je suis très fort. Je maximise et je vais chercher le meilleur résultat possible. Plus que ce que la voiture peut réellement faire. Voilà ce que fait Max Verstappen. Donc tu as une comparaison par rapport à Antonelli, tu as une comparaison même par rapport à d'autres pilotes, comme Max Verstappen. Moi, cette phrase de George Russell qui dit qu'il n'aimait pas le circuit de Miami, je lis ça, je me dis, mais attends, tu veux devenir champion du monde ? Quand même, si tu veux devenir champion du monde, ne dis pas ce genre de choses. Il y a des limites. Verstappen, il dit pas ce genre de choses. Ici même, quand bien même il le pense, il va quand même aller chercher un résultat. Il va élever le niveau de la voiture. Il va sublimer le niveau de l'écurie, comme il le fait chez Red Bull, à chaque fois, même dans les situations difficiles. Moi, ça m'embête un petit peu, ce genre de choses. Et de l'autre côté, Antonelli, il s'adapte peu importe les conditions. Miami, par exemple, est-ce que c'était un circuit qui lui plaisait ? Peut-être pas, on ne sait pas. Pourtant, il est allé triompher. Parce qu'il a réussi, d'ores et déjà, à s'adapter. C'est précisément ce qu'Antonelli est en train de démontrer course après course, l'adaptation, qui est déjà là pour devenir champion du monde. Clairement pour Antonelli, de ce qu'il montre. Alors la vraie question, elle peut être aussi ailleurs. Est-ce que ce retard de Russell n'est pas en train d'être amplifié par quelque chose de plus profond, par une situation contractuelle qui le perturbe bien plus peut-être qu'il ne veut le montrer. Parce que la réalité de Russell aujourd'hui, c'est qu'il n'a qu'un an de contrat chez Mercedes. 1 an. Avec une clause de performance qui pourrait déclencher une prolongation automatique pour 2027. On ne connaît pas officiellement les détails de cette clause, mais des rumeurs évoquent qu'il devrait marquer plus de 50% des points d'Antonelli à la trêve estivale pour déclencher donc cette clause de performance pour donc avoir cette prolongation de contrat. C'est ce qu'on avait déjà évoqué dans l'épisode avec Nadia lors de la première victoire d'Antonelli lors du Grand Prix de Chine. 50% des points d'Antonelli quand même. Alors, au rythme où tourne l'Italien en ce moment, 3 victoires, 3 pôles, leader du championnat, c'est une équation qui devient de plus en plus difficile à résoudre, on va être tout à fait honnête. Et même si la clause est différente, ce que je peux penser d'ailleurs, de ce qu'on imagine, le problème reste fondamentalement le même. Plus Antonelli est fort, plus la position de Russell se fragilise. C'est logique, c'est même mécanique d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a un autre facteur dans cette histoire, et celui-là, il change vraiment tout. C'est le facteur, on en parlait juste avant, de Max Verstappen. Verstappen a récemment confirmé qu'il comptait continuer en Formule 1, malgré toutes ses critiques sur cette nouvelle réglementation. Et cette déclaration-là, pour Russell, je rappelle, mais pour moi, c'est un tremblement de terre. Parce que on sait que Toto Wolff rêve de recruter Max Verstappen depuis des mois, je vais même aller plus loin, depuis des années. C'était un secret pour personne. Chez Red Bull, même si la situation s'est un peu stabilisée après Miami, ça ne sécurise pas l'avenir de Verstappen du côté de chez Red Bull. Il reste encore beaucoup de travail à réaliser. Et il est même évoqué que Verstappen a un bond de sortie pour 2027 après le fait qu'il n'ait pas choisi de partir pour 2026. Alors imaginez maintenant ce scénario. Verstappen décroche son téléphone, il l'appelle Toto et il dit « Je veux venir chez Mercedes ». Ah c'est Russell qui saute, ce sera pas Antonelli, ce sera jamais Antonelli. C'est aussi simple que ça et c'est aussi brutal que ça. Parce que dans ce cas précis, peu importe ses performances, Antonelli reste, Verstappen arrive et Russell se retrouve sans baquet dans l'une des meilleures équipes du monde qui est celle de Mercedes. Voilà où on en est aussi dans la situation contractuelle de Russell aujourd'hui. Il est pris en étau entre la montée en puissance d'Antonelli et la menace de Max Verstappen de l'autre. Une pression contractuelle, une pression sportive, une pression médiatique. Il est attaqué de tous les côtés. Scruté à chaque tour de roue, attendu au tournant sur chaque Grand Prix, George Russell. Et à Miami, on l'a vu, vraiment vu, un Russell qui était paralysé. Pas seulement battu, paralysé, comme un pilote qui porte le poids de tout ça sur ses épaules et qui ne sait plus comment s'en défaire. En 2026, Russell ne joue pas seulement un championnat, il joue son avenir chez Mercedes. Aussi simple que ça. Et c'est peut-être pour ça, particulièrement, que Russell semblait paralysé. Par rapport à tous ces contextes-là. Le Antonelli, le fait est aussi que tu as la pression contractuelle avec Verstappen qui est comme une épée de Damoclès. De tous les côtés, Russell est pris en étau.
clairement. Et puis, il y a aussi un autre point, et c'est un peu plus global et pas seulement centré sur Mercedes, c'est juste que le reste de la grille ne va pas arranger les choses pour Russell. Parce que ça aggrave encore un peu plus la situation du Britannique. Il va falloir parler de ce qui se passe aussi autour de lui, parce que pendant que Russell cherche ses marques face à Antonelli, la concurrence, elle, commence à se réveiller. Mercedes est certes la seule écurie à avoir triomphé en course depuis ce début de saison, mais Miami a envoyé un signal clair sur ce monoplace. Envoyé un signal clair, ce monopole ne va pas durer. Alors oui, on l'a vu, McLaren s'est imposé en sprint. McLaren est de retour, vraiment de retour. L'écurie de Woking a amené à Miami une voiture totalement repensée, la MCL40 revigorée, fruit d'un travail de fond entamé d'ailleurs depuis le Japon. Une exploitation bien mieux comprise de l'unité de puissance, Mercedes d'ailleurs, des réglages affinés, une voiture qui respire enfin, et le résultat a été immédiat. Norris en pole de la sprint, vainqueur de la sprint et podium en course. Piastri également dans le coup et il termine sur le podium de la course. Les deux McLaren dans les points forts, menaçantes et rapides. Et ce que ça dit, c'est que la fenêtre dans laquelle Mercedes pouvait scorer tranquillement est peut-être en train de se refermer parce que McLaren est désormais dans la bataille pour le titre pilote, pour le titre constructeur, à mon sens. Et McLaren n'est pas le seul dans ce réveil. On a Red Bull aussi, qui remonte la pente. Red Bull a livré une course solide à Miami, proche du podium, menaçant dans une Red Bull qui commence à trouver ses marques avec sa propre unité de puissance avec Ford. On est encore loin du niveau dominant qu'on a connu par le passé, c'est vrai, mais la trajectoire est clairement plus positive et clairement à la hausse. Ce n'est plus une Red Bull qui subit, c'est une Red Bull qui recommence à exister en course, même si Hadjar s'est craché. Ça tempère un peu l'enthousiasme, c'est vrai, mais indépendamment du crash d'Hadjar, ça montre que Red Bull est en train de se retrouver dans une bonne exploitation et qui peuvent de nouveau jouer bien plus que les troubles faits. Sachant aussi qu'il y a Ferrari, parce qu'on peut pas parler du réveil de la concurrence sans parler de la Scuderia. Des améliorations ont été apportées sur la SC26 à Miami, et ça se voit, la voiture va mieux, c'est vrai, nettement mieux. Et indépendamment du gâchis de Leclerc en fin de course, une erreur frustrante qui lui aurait coûté un résultat bien plus solide, le podium même plus particulièrement, les signaux envoyés par Ferrari ce week-end sont très encourageants quand même pour la suite. Parce qu'on est en train de voir une Ferrari qui monte en puissance progressivement, qui règle ses problèmes un par un. Et ça, pour Mercedes, c'est vraiment un signal d'alarme. Parce que si McLaren revient, si Red Bull progresse, si Ferrari monte en puissance, l'étau va de plus en plus se resserrer. Ce n'est pas pour rien qu'on disait que Miami allait être le début d'un nouveau championnat. Le championnat du monde 2026 a réellement commencé à Miami. La domination du début de saison ne sera plus un acquis. Chaque point va compter et chaque erreur va se payer cash. Pour Russell, dans ce contexte-là, ce n'est pas juste la pression interne d'Antonelli qui pèse, c'est toute la grille qui se resserre autour de lui et ça rend sa situation encore un peu plus complexe à gérer. Russell est en danger. Les faits sont là et ils parlent d'eux-mêmes. Sportivement, bien sûr, il n'a pas de réponse, on l'a vu. 3 courses, 3 défaites consécutives face à un coéquipier de 19 ans qui n'en est qu'à sa 2e saison en Formule 1. Pas une course où on a senti Russell capable de véritablement renverser la tendance. Pas un moment où on s'est dit « Ah, là, il va revenir ». Rien. Surtout à Miami. Contractuellement, il est sur un siège éjectable aussi. 1 an de contrat, une clause de performance dont personne ne connaît officiellement les détails, mais dont les rumeurs suffisent à comprendre l'enjeu, on va dire. Et puis, en plus, tu as Antonelli qui performe. Et plus cette clause, donc, devient une menace concrète, on va dire ça. Et puis il y a Verstappen, cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Et autour de lui, McLaren, Red Bull, Ferrari se réveillent. Ce qui veut dire que même aller chercher des points ou aller chercher des grosses positions va devenir de plus en plus difficile. Alors oui, Russell est pris en étau entre Antonelli qui écrase et... Alors, peut-être pas qui écrase, mais Antonelli qui... j'avais noté écrase, peut-être pas, mais du moins... Antonelli qui prend de plus en plus de place et qui performe autant, et Verstappen qui menace. La concurrence revient, et un contrat qui ne lui pardonnera absolument rien. Il joue peut-être en ce moment la saison la plus importante et la plus dangereuse de toute sa carrière chez Mercedes. Le Canada arrive, un circuit qu'il aime là pour le coup, qu'il connaît, où il a toujours été très fort. Ce sera peut-être son dernier vrai joker pour relancer quelque chose, pour répondre, pour exister à ce niveau.
parce que chaque Grand Prix qui passe sans réponse, c'est un Grand Prix c'est un Grand Prix de plus qui rapproche Russell d'une sortie qu'il n'aura pas forcément choisie. Voilà en tout cas ma vision par rapport à George Russell, voilà ce que j'en pense par rapport aux Britanniques sur ce début de saison, surtout particulièrement après ce Grand Prix de Miami, où il y a de quoi être inquiet à mon sens. Et surtout par rapport à Antonelli, qui est absolument fantastique, qui est absolument exceptionnel, qui est un pilote qui m'impressionne énormément et de plus en plus par son efficacité et sa maturité, qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et qui commence à influer littéralement dans les bons choix qu'il est en train de réaliser. Voilà du moins ma vision par rapport à la situation Mercedes dans la globalité, mais Russell plus particulièrement, les amis. Bon, bah voilà, un bon épisode de Push Lab qui aura duré un petit peu plus d'1 heure, les amis. J'espère que vous aurez kiffé. Format, les Push Lab en ce moment, quand il n'y a pas d'invité, on tourne un peu plus en dessous au maximum 1h15. Mais je pense que là, vous allez aimer vous aurez aimé cet épisode. Un épisode de retour, un épisode pour se remettre dans le bain, un épisode de remise en chauffe, j'ai envie de dire, pour amorcer la suite de cette saison 2026 de Formule 1. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup d'avoir été présents. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, juste après le Grand Prix de France historique. Vous verrez mon décor de chez moi dans le sud, puisque je tournerai l'épisode chez moi dans le sud. J'ai la chance d'avoir aussi une maison dans le sud de la France par ma famille. Donc j'y serai avant d'aller à Monaco pour le e-prix de Monaco. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est extrêmement important sur cette vidéo pour le référencement. Vous me soutenez également, à vous abonner à cette même chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur les plateformes de podcast, allez vous abonner sur YouTube, c'est extrêmement important. Mais merci beaucoup de noter le podcast sur les différentes plateformes de podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou encore même Spotify. Notez et commentez aussi également sur donc ces plateformes de podcast pour justement faire vivre au mieux et bien justement Push Lab, les amis, ce beau projet que je tiens. Merci beaucoup les amis, on se donne rendez-vous également sur TikTok et sur Insta et surtout dès la semaine prochaine. Ciao ciao les amis, merci, bisous, ciao ciao.